Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous. Merci beaucoup aux organisateurs pour cette très belle journée et pour m'avoir invité. Donc effectivement, on va passer sur des topos un petit peu moins techniques peut-être que ce matin, mais plus applicatifs. Et donc on va essayer de voir pour la partie radiologique ce que l'intelligence artificielle peut nous apporter pour à la fois diagnostiquer et puis essayer de caractériser les lésions de carcinome hépatocellulaire. Alors en imagerie, même si ce matin on disait qu'on ne voyait pas grand-chose sur le scanner, quand même on arrive à voir certaines choses. Et pour nous radiologues, le carcinome hépatocellulaire, c'est un cancer qui nous intéresse beaucoup puisque c'est peut-être le seul cancer pour lequel on peut faire le diagnostic en imagerie. Lorsqu'on est devant un patient qui a une maladie chronique du foie avec une lésion de plus d'1 centimètre, on est capable de faire le diagnostic de carcinome hépatocellulaire avec une spécificité suffisamment élevée pour pouvoir envisager de traiter ce patient sans preuve histologique. Et donc, l'imagerie a un rôle particulièrement important dans la prise en charge du carcinome hépatocellulaire. Alors, le contraste n'est peut-être pas terrible, je ne sais pas si vous voyez, mais finalement, c'est assez simple pour nous, radiologues. Qu'est-ce qu'on fait pour faire le diagnostic du carcinome hépatocellulaire? Eh bien, on va regarder cette lésion sur un foie de cirrhose et on va comparer son rehaussement après injection d'un produit de contraste en scanner ou en IRM avec celui du foie adjacent. Et finalement, à partir de cette cinétique, on va mettre en évidence un hyper-rehaussement par rapport au foie adjacent, ce fameux wash-in à la phase artérielle, et puis ensuite un signal ou une densité qui va devenir inférieure à celle du foie adjacent. Et ces signes finalement assez simples nous permettent, avec une confiance diagnostique élevée, de faire le diagnostic de carcinome hépatocellulaire. Donc finalement, l'imagerie est performante pour faire le diagnostic de ce cancer. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'intelligence artificielle? C'est une question qu'on peut se poser. Alors pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle va nous aider? Parce que finalement, même si on est capable d'identifier un certain nombre de carcinomes hépatocellulaires en imagerie de manière qualitative, on n'est pas toujours d'accord entre nous et surtout on sait très mal le retranscrire et se mettre d'accord avec nos correspondants, notamment hépatologues. Et donc, si on regarde un peu les termes qui sont utilisés par les radiologues dans leur compte-rendu, et si on leur demande quelle est pour vous la probabilité que la lésion que vous êtes en train de décrire soit un carcinome hépatocellulaire, ce que vous avez en bas, et si vous demandez à l'hépatologue, en lisant ce compte-rendu, quelle est selon vous la probabilité que ce soit un carcinome hépatocellulaire, ce que le radiologue est en train de décrire, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de termes qui amènent à une inadéquation complète entre la perception du radiologue, la perception de l'hépatologue, et donc finalement, on se rend compte qu'il y a une grande variabilité dans ce qu'on décrit et que l'information n'est pas partagée. Évidemment, ça marche dans l'autre sens aussi, avec une surestimation du risque, et en tout cas une inadéquation entre ce qui est décrit par le radiologue et ce qui est perçu par les pathologues. Donc, même si en imagerie, on est assez performant pour identifier une sémiologie caractéristique du carcinome hépatocellulaire avec une spécificité qui est bonne, on n'est pas très bon pour le retranscrire de manière fiable. Donc, devant ce constat, une standardisation de la perception que l'on a de l'imagerie, une standardisation des signes que l'on peut voir en imagerie a été mise en place, notamment avec le LIRADS, qui vise à essayer de standardiser à la fois la description qu'on peut faire des anomalies que l'on voit chez ces patients à haut risque de carcinome hépatocellulaire, et puis à essayer aussi d'améliorer la compréhension et le transfert de messages entre cliniciens. Et donc finalement, à partir de ces mêmes signes que je vous ai décrits, regardez le rehaussement artériel, regardez si ensuite il y a ce qu'on appelle un lavage, donc un signal ou une densité au sein de la lésion qui devient inférieure à celle du foie adjacent sur les phases plus tardives. À partir de ces signes, eh bien, on va évaluer la probabilité que la lésion qu'on est en train de regarder soit un carcinome hépatocellulaire avec un score LIRADS. LR5, on est sûr que c'est un carcinome hépatocellulaire. LR1, on est sûr que c'est une lésion bénigne. Et vous voyez que au fur et à mesure que le score augmente, le pourcentage de carcinome hépatocellulaire au sein de ces lésions augmente et on devient extrêmement spécifique du carcinome hépatocellulaire pour un score LR5. Et donc ces approches qui restent qualitatives, c'est à disposition du radiologue, il n'y a pas d'intelligence artificielle finalement, nous permettent
eh bien, de conserver cette forte spécificité pour le carcinome hépatocellulaire, d'améliorer un petit peu la sensibilité, de diminuer peut-être un petit peu la variabilité interobservateur, mais qui reste tout de même assez forte. Et donc, c'est peut-être sur ces points-là que l'intelligence artificielle va pouvoir venir nous aider. C'est finalement, est-ce qu'on peut améliorer la sensibilité pour le carcinome hépatocellulaire et est-ce qu'on peut lutter contre cette variabilité interobservateur qui est importante. Et vous voyez bien que les signes sémiologiques que je vous décrivais, en fait, ont une variabilité interobservateur chacun qui est assez élevée. Et donc finalement, ce qu'on peut attendre de l'intelligence artificielle pour déjà le diagnostic du carcinome hépatocellulaire, ça va être de s'attacher par exemple à ces deux points, par exemple à la variabilité interobservateur. Et pour ça, on peut envisager, plutôt que de faire une lecture visuelle, d'aider le radiologue en quantifiant, en analysant de manière automatique la présence ou non de ces signes radiologiques qui permettent d'évaluer la probabilité que la lésion que l'on observe soit un carcinome hépatocellulaire. Ça, c'est un travail du coup que nous avons fait. C'est un travail multicentrique, vous voyez, qui regroupait un grand nombre de lésions, 429 lésions, 9 centres au sein de 5 pays, et nous avons cherché à automatiser la détection et l'évaluation de la présence de ces différents critères qui permettent de définir si la lésion qu'on observe est un carcinome hépatocellulaire ou non. Et pour cela, une segmentation automatique de la lésion a été mise en place, ainsi que du foie adjacent, puisque je vous ai dit il faut comparer les deux. Un certain nombre de paramètres très simples ont été extraits, et à partir de 5 paramètres simples, un modèle de régression logistique a été construit permettant d'évaluer la présence ou non de ces critères majeurs qui nous disent ensuite si cette lésion est un carcinome hépatocellulaire ou non, avec un degré de probabilité plus ou moins élevé. Et on a ainsi été capable de détecter ces 3 signes très importants qui sont l'hyperrehaussement artériel, le lavage et la présence d'une capsule, avec toujours une très forte spécificité et une sensibilité supérieure a priori à celle des radiologues. Alors est-ce que c'est vraiment supérieur à celle des radiologues? En fait, si on compare avec des radiologues experts, on se rend compte que les performances de l'algorithme développé, ici en bleu, en fait, sont équivalentes à celles de radiologues experts indépendants en jaune pour les 3 signes que je vous décrivais et puis pour le diagnostic de carcinome hépatocellulaire en imagerie, le score LIRAD-5, qui est hautement spécifique du carcinome hépatocellulaire. Mais donc, on est capable d'automatiser la détection de ces signes et donc d'apporter une aide au diagnostic qui est équivalent aux performances d'un radiologue expert en imagerie du foie. Donc, une première approche intéressante et un premier apport intéressant de l'intelligence artificielle. Je vous le disais également, en termes de sensibilité, il y a évidemment des progrès à faire et les scores que l'on construit lorsqu'on évalue une probabilité de carcinome hépatocellulaire sont faits surtout pour maximiser la spécificité. Et donc finalement, est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à améliorer cette sensibilité? Si on regarde dans la littérature les différents algorithmes qui ont pu être décrits, je vous présente ici le cas d'une étude sur 300 patients basée sur des réseaux de neurones convolutifs. Est-ce qu'on est capable d'améliorer les performances de détection du carcinome hépatocellulaire et notamment de le distinguer d'autres types lésionnels? Dans ce travail, ils s'intéressaient à 6 types lésionnels différents et ils ont montré des performances extrêmement élevées pour diagnostiquer ces 6 types de lésions. Alors vous allez me dire, il y avait des kystes simples, c'est assez simple de distinguer un kyste simple d'un carcinome hépatocellulaire, donc ça fausse peut-être un petit peu les résultats et ce n'est peut-être pas en vie réelle ce que l'on veut faire. Néanmoins, si on se focalise uniquement sur le carcinome hépatocellulaire, les performances du modèle qu'ils ont développé étaient extrêmement bonnes, avec une sensibilité jusqu'à 90%. Alors, il n'y avait pas de cohorte de validation ni de test, hein, c'est uniquement sur une cohorte d'apprentissage, donc évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes, mais par rapport aux performances de radiologues, performances visuelles, on se rend compte que l'intelligence artificielle probablement peut améliorer la sensibilité pour la détection du carcinome hépatocellulaire. Donc là, ici, une première approche intéressante, diminuer la variabilité interobservateur et peut-être améliorer la sensibilité par rapport à une analyse qualitative. Alors ça, c'est bien, mais on sait bien qu'en fait, il n'y a pas un carcinome hépatocellulaire, mais des carcinomes hépatocellulaires, et probablement que l'intelligence artificielle, en plus de nous permettre de gagner en robustesse pour évaluer les signes, les critères majeurs de carcinome hépatocellulaire, en plus de nous faire gagner en sensibilité, peut probablement nous apporter une information liée aux sous-types de carcinome hépatocellulaire qui, on le sait, ont des valeurs pronostiques différentes. Vous savez qu'un certain nombre de sous-types de carcinome hépatocellulaire ont été proposés, sont aujourd'hui reconnus
par l'OMS notamment. Je n'ai pas repris exactement la classification ici des sous-types histologiques de l'OMS, mais certains sous-types intéressants parce que, notamment en imagerie, des aspects associés à ces sous-types sont connus. Ces aspects vont soit être liés à la cinétique de rehaussement particulière de ces lésions, soit être liés à, là encore, liés à la captation d'un produit de contraste particulier à la phase hépatobiliaire qui va nous orienter vers un sous-type spécifique de carcinome hépatocellulaire, soit un point important, les aspects en imagerie associés à ces sous-types sont liés à l'hétérogénéité spatiale de la lésion, notamment, mais pas seulement, liés à la présence de graisse intralésionnelle, par exemple. Donc on se rend compte qu'en imagerie déjà classique, on est capable, certes avec une variabilité importante, mais de faire un diagnostic de carcinome hépatocellulaire avec une grande spécificité, il faut travailler sur la sensibilité, et on est capable de s'orienter vers certains sous-types, plus à risque certains que d'autres, et avec des pronostics différents. Et un certain nombre de papiers ont montré, notamment les équipes de Beaujon et de Mondor, ont montré que avec ces signes radiologiques, on était capable d'identifier notamment les sous-types les plus fréquents de carcinome hépatocellulaire, que ce soit le carcinome hépatocellulaire conventionnel ou les sous-types macrotraviculaires massifs et surtout stéatohépatitiques. Néanmoins, ces signes ne sont pas présents de manière systématique. Il y a un défaut de sensibilité évidemment pour détecter ces sous-types et probablement que l'intelligence artificielle doit pouvoir nous apporter des informations pour être meilleure dans la caractérisation de ces carcinomes hépatocellulaires et dans l'identification des sous-types. Et donc pour ça, finalement, l'idée, c'est de se dire, probablement qu'en fait, on ne fait pas assez en imagerie, probablement qu'on passe à côté d'un certain nombre d'informations qui n'est pas utilisé lorsque l'on s'attache uniquement à ces signes sémiologiques simples liés au rehaussement ou liés à la présence de graisse, par exemple. Et probablement qu'il y a un certain nombre d'informations dans l'image qui sont un reflet d'informations protéogénomiques ou phénotypiques. Et probablement qu'il y a une information à capturer que l'on ne capture pas correctement lorsqu'on fait une analyse visuelle d'une image. Et finalement, cette information qui est notamment liée à l'hétérogénéité au sein de la tumeur, que l'on visualise très bien en anatomopathologie, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'analyser également en imagerie? On est capable de l'observer en imagerie, on doit être capable de quantifier cette hétérogénéité au sein de la tumeur et de s'en servir dans une visée diagnostique et diagnostic également à visée pronostique. Et donc ça, c'est une des façons de faire, c'est l'approche radiomique qui vise finalement à se dire on va aller au-delà de l'analyse qualitative et on va extraire un grand nombre de paramètres quantitatifs qui sont un reflet de cette hétérogénéité tumorale. Et probablement que ces paramètres quantitatifs sont capables de nous apporter une information diagnostique supplémentaire par rapport à ce que l'on peut faire avec une analyse visuelle. Alors ces paramètres quantitatifs que l'on peut extraire de l'image et qui vont refléter cette hétérogénéité tumorale sont de plusieurs ordres. Ce sont soit des paramètres de forme, des paramètres de géométrie de la lésion, soit des paramètres liés à la distribution des niveaux de gris au sein de notre tumeur, soit des paramètres liés à des ondelettes, à des matrices de co-occurrence, à des paramètres un petit peu plus complexes. Et évidemment, ces paramètres peuvent être estimés après application de différents types de filtres sur l'image. L'idée encore étant d'essayer d'extraire un maximum de paramètres quantitatifs qui sont chacun un regard différent sur l'hétérogénéité au sein de la tumeur, qui contient probablement une information notamment diagnostique. Alors comment marchent ces études radiomiques en pratique? Eh bien, évidemment, elles sont basées sur une segmentation de la lésion que l'on veut analyser, segmentation 2D ou 3D, l'extraction de ces fameux paramètres radiomiques dont je vous parlais ensuite au sein de cette lésion, qui est en général segmentée quand même en 3 dimensions. Et puis ensuite, toute la question, c'est comment trier parmi ces centaines ou ces milliers de paramètres pour trouver une combinaison de paramètres qui me permettent soit de faire de la classification dans mes différents sous-types de carcinome hépatocellulaire, soit de prédire le pronostic. Et donc pour ça, des données clinico-biologiques peuvent également être agrégées et des modèles vont être construits. On vous a présenté ce matin tout un tas d'algorithmes capables de construire ces modèles à partir d'une base d'entraînement, puis ensuite sur des bases de tests et des bases de validation
pour trouver une signature radiomique ou une combinaison de paramètres radiomiques qui, en pratique clinique, pourra ensuite nous servir à faire un diagnostic précis de carcinome hépatocellulaire, voire un diagnostic de sous-type de carcinome hépatocellulaire, encore une fois, en se basant sur cette hétérogénéité tumorale qui contient une information que l'on n'exploite pas assez. Alors, si on prend par exemple l'exemple du CHC macrotrabéculaire massif, qui est un sous-type de carcinome hépatocellulaire de mauvais pronostic, finalement, est-ce qu'une telle approche peut nous permettre de faire mieux qu'une analyse visuelle? Est-ce que l'intelligence artificielle apporte quelque chose pour le diagnostic de ce sous-type? Alors, il y a des études qui ont travaillé sur le scanner après injection de produits de contraste et qui ont montré qu'on était capable d'extraire des paramètres radiomiques et de construire une signature radiomique qui donnait des performances finalement pas si terribles. Vous voyez que sur des bases de tests indépendantes, on est à 75-80% de sensibilité et surtout on est assez peu spécifique, 57-61%. Alors on peut se dire peut-être que travailler sur le scanner, c'est pas l'idéal. Peut-être qu'en IRM, on aurait une information et une évaluation de l'hétérogénéité tumorale qui serait supérieure. D'autres études se sont intéressées à des données IRM, ont essayé de faire la même chose, identifier une signature radiomique qui permette de prédire ce sous-type, et vous voyez que les performances sont meilleures en termes de spécificité, mais avec une sensibilité qui est modérée. Dans le carcinome hépatocellulaire, on sait également que l'imagerie métabolique a du sens, notamment à visée pronostic, et qu'une captation du FDG est de mauvais pronostic dans le carcinome hépatocellulaire. Donc finalement, est-ce que évaluer l'hétérogénéité de captation du FDG au sein de la tumeur, ce n'est pas ça qui va nous donner une information? Là encore, on voit que les performances ne sont pas meilleures. Donc, vous voyez ici déjà un problème qui arrive, on en a parlé ce matin, c'est sur quelles données il faut travailler. Lorsqu'on veut évaluer l'apport de l'intelligence artificielle pour répondre à une question, sur quelles données faut-il travailler, avec quel modèle faut-il travailler, même si on essaie d'avoir une même approche qui est celle d'extraire les mêmes paramètres radiomiques et de construire derrière le même modèle, on se rend compte finalement qu'un certain nombre de problèmes restent à résoudre et on va revenir dessus. Et juste pour vous montrer que ces chiffres finalement ne sont pas si satisfaisants que ça, on avait étudié visuellement les performances d'un radiologue avec un seul signe qui était la présence de nécrose substantielle au sein de la lésion en IRM, les performances pour détecter ce sous-type histologique, et on se rend compte finalement que les modèles de radiomique ne font pas mieux, ont une spécificité moindre et une sensibilité qui n'est pas supérieure, sauf peut-être cette étude sur le scanner. Donc, probablement que l'intelligence artificielle pourra nous apporter des choses pour identifier ces sous-types de CHC qui ont une valeur pronostique importante. Mais aujourd'hui, on n'y est pas, notamment en raison d'un certain nombre d'écueils dont on a parlé, et notamment en raison de l'approche unimodalité dans les différents travaux qui sont faits et qui est probablement une limite majeure aujourd'hui. Alors, je vous l'ai dit, la caractérisation du carcinome hépatocellulaire en imagerie, c'est le diagnostic, mais c'est également le pronostic. Et on pourrait se dire que finalement l'intelligence artificielle a peut-être surtout une place pour évaluer le pronostic de ces patients. Est-ce que c'est le cas? Là encore, beaucoup d'études ont été faites. Je vous en présente une qui est assez intéressante, là encore, qui s'est intéressée à l'apport de la radiomique pour essayer d'évaluer le pronostic des patients ayant un carcinome hépatocellulaire traité par chirurgie, qui a été réséqué. Toujours la même approche, une segmentation 3D de la lésion avant chirurgie, l'extraction de milliers de paramètres de radiomique, et puis ensuite une sélection de ces paramètres pour essayer de construire un modèle qui permette de prédire le risque de récidive après chirurgie. Ce travail était très encourageant puisque le modèle radiomique qui a été construit permettait d'identifier 3 populations différentes avec des risques de récidive post-chirurgie différents. Et lorsqu'on comparait avec les modèles classiques de prédiction du risque de récidive, les performances étaient significativement supérieures, avec, vous voyez ici, l'identification de 3 populations avec des taux de récidive après chirurgie significativement différents. Donc probablement que l'intelligence artificielle va nous aider à capturer une information pronostique dans notre image qu'aujourd'hui on a du mal à correctement appréhender. Certains signes nous orientent vers des lésions de mauvais pronostic avec des risques d'invasion microvasculaire notamment, mais probablement que l'intelligence artificielle nous permettra de capturer de manière beaucoup plus précise cette information pronostique. Dans ce que je vous ai montré, on sent bien quand même que les résultats ne sont pas forcément à la hauteur des espérances, et ceci en raison d'un certain nombre d'écueils. Et finalement, si on reprend
tout le déroulé d'une analyse, ici je prends l'exemple d'une analyse radiomique, on se rend compte qu'un certain nombre d'écueils existent à chaque étape de la mise en œuvre d'une telle approche. Depuis l'acquisition des images, finalement, on se rend compte que rien n'est normalisé et que beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il faut travailler sur une seule modalité? Est-ce qu'il faut être sur du multimodal? On voit bien qu'il va falloir aller vers du multimodal. Se pose la question de est-ce qu'il faut travailler de manière unicentrique, de manière à avoir un protocole standardisé sur une seule machine, de manière à être reproductible, ou est-ce qu'au contraire, il faut se nourrir de la diversité des sites, des machines, des protocoles? Quelles sont les modalités, les séquences qu'il faut choisir? Est-ce que lorsqu'on veut évaluer l'hétérogénéité tumorale, par exemple, il faut travailler en scanner, en IRM? Est-ce qu'il faut prendre les deux? Ce sont des choses qui restent encore à définir. Et on a bien vu ce matin que disposer à la fois de l'information en scanner, en IRM, en anapath pour tous les patients, probablement que c'était utopique. Donc il va falloir trouver des solutions. Certaines ont été présentées ce matin. Et puis le problème de la labellisation des données, c'est un problème également immense. Encore une fois, on en a parlé ce matin. La quantité de données est énorme, mais la quantité de données correctement labellisées est infime par rapport au volume de données. Et donc, là encore, il faut trouver des solutions. Et ce matin, un certain nombre de solutions ont été proposées pour justement passer outre ce problème de données labellisées, disponibles, trop faibles par rapport au modèle qu'on aimerait être capable de construire. Lorsque l'on veut travailler sur, par exemple, une analyse radiomique, il y a un besoin de segmenter la lésion, là encore, source de grande variabilité. Est-ce qu'il faut faire une segmentation manuelle par un expert? Est-ce qu'il faut automatiser cela? Est-ce qu'il faut le faire en 2 dimensions, en 3 dimensions? Est-ce qu'il faut segmenter la lésion de manière large et prendre l'environnement péritumoral ou non? Tout ça a un impact majeur sur les paramètres que vous allez estimer, sur le modèle que vous allez construire et donc sur sa validité ensuite externe en population générale et sur sa capacité à être performant dans la vie de tous les jours et dans notre pratique clinique de tous les jours. Pour une étude radiomique, finalement, l'extraction des paramètres radiomiques, c'est peut-être ce qui est le plus standardisé. Et aujourd'hui, globalement, les grandes librairies de paramètres radiomiques sont les mêmes. Et ça, c'est peut-être ce qui prête le moins à confusion. Ensuite, la sélection des paramètres, là encore, le nombre de modèles est infini. Vous pouvez faire du supervisé, du non supervisé, du machine learning, du deep learning. Encore une fois, est-ce que le modèle d'aujourd'hui le plus optimal sera celui de demain? Ce sont des questions qui sont compliquées et qui posent problème aujourd'hui avec, dans la littérature, finalement, le test d'un grand nombre de techniques entre elles qui ne sont pas forcément toujours comparées et qui mettent le flou et qui limitent peut-être aussi le passage de certains de ces modèles en pratique clinique. Et puis après, effectivement, la validation de ces modèles et puis l'explicabilité de ces modèles, c'est également un problème qui reste important. Donc vous voyez que un grand nombre d'écueils restent en place. Alors, beaucoup de solutions ont été présentées ce matin et évidemment qu'on va trouver des solutions pour cela. Mais on se rend bien compte que, en tout cas, une approche intégrée multimodale apparaît importante et l'optimisation des modèles et du choix des modèles est également important. Et peut-être que finalement, ce ne sera pas du tout cette approche-là qu'il faudra avoir. Peut-être qu'il faut oublier la segmentation des lésions et donner les images comme ça, comme c'était présenté ce matin par Gaspard. Peut-être que l'avenir est ailleurs et que finalement, les limites de ces approches-là sont trop fortes pour que ce soient les modèles qui pourront s'imposer dans le temps à l'avenir. Et encore une fois, on en parlait ce matin, mais probablement qu'une approche multimodale et diversifiée, que ce soit avec l'imagerie, la biologie, l'anatomopathologie, une approche intégrative de tout ça, est probablement la solution pour prendre en compte correctement toute l'information diagnostique à visée de caractérisation et d'identification des sous-types les plus agressifs et à visée pronostique pour demain. Et c'est probablement vers ça qu'il faut s'orienter, essayer de construire des pipelines qui intègrent pas seulement l'imagerie, ici on parlait de l'IA en imagerie, mais qui intègrent toutes les données disponibles pour essayer d'évaluer au mieux, à la fois sur le plan diagnostique et pronostic, ces lésions. L'objectif de ce topo était vraiment de parler de l'apport potentiel de l'IA pour caractériser de manière diagnostique et pronostique le carcinome hépatocellulaire, mais évidemment, l'apport de l'IA est beaucoup plus large lorsque l'on s'intéresse à l'imagerie du carcinome hépatocellulaire. Je vous le disais, depuis l'acquisition des images jusqu'à l'évaluation de la réponse thérapeutique, à chaque étape, l'intelligence artificielle va probablement pouvoir nous apporter des choses.
Je n'en ai pas parlé, mais sur l'optimisation des acquisitions d'imagerie, évidemment, l'intelligence artificielle a permis d'énormes progrès, que ce soit en gain de temps, en gain de qualité image. Et pour chacune de ces étapes, l'intelligence artificielle, évidemment, a un rôle à jouer et pas uniquement sur la caractérisation lésionnelle. Donc finalement, si on essaye de retenir quelques messages, l'intelligence artificielle, évidemment, a un rôle extrêmement important à jouer pour nous, radiologues, dans le carcinome hépatocellulaire, à la fois à visée diagnostique et pronostique, mais avec néanmoins un certain nombre d'écueils qui restent à lever. Il permet de réduire la variabilité interobservateur et d'être plus reproductible dans l'estimation des différents features qui caractérisent un carcinome hépatocellulaire. Ils permettent d'avoir des performances assez proches de radiologues experts, et donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et l'utilisation d'approches telles que l'approche radiomique permet d'aller au-delà de la simple analyse visuelle et d'extraire une information liée à l'hétérogénéité tumorale qui a une valeur diagnostique, qui a une valeur pronostique. Néanmoins, on en a déjà parlé beaucoup ce matin, mais un certain nombre d'écueils restent à lever et probablement qui passeront par une approche multimodale, par une explicabilité plus importante des différents modèles et puis par trouver des solutions pour soit disposer de larges bases de données à noter, mais ça c'est peut-être complètement illusoire, soit essayer de contourner cela et de trouver des solutions qui, à partir de jeux de données labellisés plus réduits, peuvent prendre en compte des bases de données beaucoup plus grandes et nous permettre d'avancer. Voilà, je voudrais remercier toute l'équipe d'imagerie, des pathologies et d'anatomopathologie de l'hôpital Mondor et je vous remercie pour votre attention. Question. Moi, j'en ai une. Dans les CHC, il y a rarement qu'un seul contingent, macro-trabéculaire, etc. Il y a souvent un mix. Quand on a repris, la moitié des tumeurs ont au moins 2 contingents. Donc déjà, vous avez du mal à en identifier un. Comment vous allez faire pour en identifier plusieurs ? Alors, on a quand même la chance d'avoir une vue globale de la lésion à une échelle qui commence quand même à être une résolution spatiale très élevée. Et justement, toutes ces approches d'évaluation de l'hétérogénéité tumorale doivent nous aider à avancer vers cela et à identifier, alors peut-être différents contingents au sein de la lésion, mais en tout cas à identifier quelles sont les zones qui, notamment, ont la valeur pronostique la plus forte. Ça, ce sont des choses qu'il faut qu'on développe. Je voulais dire un truc. Ça m'est sorti de la tête. Mais en tout cas, on a la chance d'avoir une vue globale de la lésion et de l'hétérogénéité tumorale. Et donc, encore une fois, il faut développer les bons modèles. Je pense que l'approche radiomique, c'est une approche parmi d'autres, qui a certaines limites, puisque ce sont des paramètres qui sont imposés à l'avance. On n'est pas sûr que ce soit le bon angle de vision de l'hétérogénéité tumorale. Donc peut-être qu'il faut avoir des modèles plus souples et d'autres approches. Mais clairement, on a une information qui est présente, que l'on ne sait pas capter aujourd'hui, et qu'on est en train d'essayer d'évaluer via ces différents outils d'évaluation de l'hétérogénéité tumorale. Mais c'est sûr que, encore une fois, plus on avance et plus on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. Mais pour qu'on avance ensemble, pourquoi vous pourriez nous faire, par exemple, sur une tranche de scanner ou d'IRM, une cartographie de ce que vous voyez, vous, tu vois, avec des zones un peu différentes. Et après, nous, quand on a la pièce, on peut, avec cette image, où vous avez défini des zones, on aille prendre, parce qu'on n'inclut pas en totalité, en plus, plus la tumeur est grande, moins on fait de prélèvements, en gros. Donc, est-ce que, surtout en pancréas, est-ce que, du coup, tu vois, faire ce travail en amont, où vous nous donnez une image avec des zones différentes, et du coup, nous, on pourrait regarder, on avancerait beaucoup plus vite, à mon avis, dans ce sens. Probablement. Alors, ça nécessite quand même un recalage entre vos plans de coupe, ce que l'on peut voir en imagerie, qui est... Je vais juste rebondir sur ce que tu dis. Parce que je me suis souvent posé cette question-là, et en fait, il y a une réponse qui est ni de la radiologie, ni de l'histologie, c'est le verre d'indocyanine. Parce que non, mais
Je rigole pas. Le verre d'indocyanine, c'est les mêmes récepteurs que les produits hépatospécifiques que vous utilisez en IRM. Et pour faire des biopsies ciblées sur des zones différentes, eh bien, si tu coupes tes pièces et que le malade avant a reçu l'ICG, eh bien, en fonction de l'endroit où tu vas aller faire ta biopsie, si c'est fluo ou pas, tu auras des éléments différents. En fait, il faudrait arriver à faire du multiplex en 3D. C'est-à-dire regarder des critères les plus pertinents. Alors, on sait aujourd'hui un peu la captation autant hépatocytaire, c'est important, la nécrose, c'est important, la graisse, c'est important, et fusionner tout ça comme vous êtes capable de faire un multiplex 3D. Bon. Donc, d'abord, bravo pour l'exposé. Vous êtes radiologue, c'est ça? Oui, je suis radiologue. Franchement, c'était digne d'un grand expert en IA. Vous avez tout cité, toutes les problématiques. Bravo. Moi, j'adore les images scanners, en fait. J'ai rien contre les scanners ou l'IRM, mais bon. En fait, je vais revenir sur un des points que vous avez évoqués au dernier slide, qui c'est l'explicabilité. Et c'est quelque chose qui sort souvent aujourd'hui. On dit que ces algorithmes-là, ils ne sont pas bons parce qu'ils ne sont pas explicables. C'était dans une table ronde de ce qu'on appelle en Europe les Notified Bodies. En fait, c'est les agences réglementaires qui décident si une medical device en fait, va arriver au marché ou pas et quelles sont les conditions. Et en fait, il y a une question qui était posée. Supposons, dans un monde hypothétique, que vous avez un algorithme qui n'est pas explicable. C'est très complexe. Mais l'algorithme a un sens de succès de 95%. Ça veut dire que le diagnostic est très précis pour 95% des cas. 5% des cas, l'algorithme se trompe, mais il ne peut pas expliquer pourquoi il s'est trompé. Il ne peut pas non plus vous expliquer pourquoi, en fait, elle a réussi sur les 95 autres. Et à côté, vous avez un autre algorithme, où vous avez même un médecin radiologue ou un apathe, donc vous ne pouvez ne pas faire des amis, qui, en fait exactement la même tâche. Par contre, il est explicable, mais cet algorithme-là, qui est explicable, il a une performance de 85%. Ça veut dire les 15% qu'il rate, il peut vous expliquer après pourquoi il a raté. Mais il a raté quand même. D'accord? Donc moi, je pose la question, en fait. Je comprends bien l'argument d'explicabilité. À la fin, je suis un patient qui va être traité. Donc est-ce que c'est au vrai débat, cette histoire d'explicabilité, ou parce qu'en fait, encore, les performances ne sont pas là, et c'est la raison pour laquelle on fait ces débats. Une fois qu'on arrive à avoir des performances qui sont supérieures à des méthodes explicables, pour quelle raison c'est un problème? Je pense que c'est quand même un problème majeur. Pour la confiance dans l'algorithme, je pense qu'un médecin aime bien qu'on lui explique comment ça fonctionne et comment il a pu obtenir ses résultats. Et c'est vrai qu'on est quand même sur des algorithmes qui sont validés sur des cohortes qui sont parfois assez limitées. Non, mais oubliez ça. On a dit qu'il y a un algorithme qui est validé sur une cohorte. En fait, à la fin, c'est des statistiques. Ça veut dire, oui, quand un médecin va choisir où va être opéré, quand un patient va choisir son chirurgien, il va commencer à regarder son statistique pour faire son choix. C'est pas, on va pas, en fait, on peut pas dire que tous les chirurgiens sont les mêmes. On peut pas dire que tous les radiologues sont les mêmes. À la fin, on regarde les statistiques. Chaque hôpital, en fait, il y a, je sais pas, à la fin, un algorithme, c'est des statistiques. Ça veut dire, vous avez quelque chose qui tourne, vous mesurez la performance, et en fait, c'est la performance qui dicte si un chirurgien il est beau ou il est mauvais. Non, c'est pas du tout. Excusez-moi, si je peux me permettre, je voudrais juste vous répondre directement. En fait, il y a un problème réglementaire, c'est que aujourd'hui, tout ce qui est présenté dans la plupart des présentations d'aujourd'hui sont dans un cadre très R&D. Mais quand demain, on veut commercialiser un dispositif médical à visée diagnostique, à visée pronostic, il y a une barrière réglementaire. Et en fait, aujourd'hui, les autorités réglementaires ne sont pas prêtes à sauter le pas de se dire « je ne comprends pas ce qui est fait par la machine et donc je valide ». Et en fait, le gros problème il est là. Le jour où il y aura vraiment un changement de la part des autorités, ça voudra dire que déjà l'ensemble des gens dans la pièce sont convaincus que les performances sont plus importantes que l'explicabilité, et on voit bien qu'on n'y est pas encore. Mais au-delà de ça, même si nous, on y est, les autorités réglementaires sont encore bien plus loin que nous. Ils sont rarement en avance. Voilà, exactement. Donc il y a une grosse barrière qui reste celle-là, et pour tout ce qui est développement, parce qu'à la fin, ce qu'on cherche, c'est à viser donc R&D, mais aussi à viser, je dirais, commercial. Et en fait, tant qu'il y a cette barrière-là, c'est compliqué aussi de booster l'innovation sur des modèles non complètement explicables. Ouais, en fait, il y a quand même un changement de stratégie à la fois au niveau de l'Europe et au niveau des FDA.
Aujourd'hui, on a des dispositifs médicaux de classe 3 qui sont certifiés. Il y a des procédures qui sont mises en place pour un contrôle continu des performances des algorithmes. C'est parce que l'explicabilité, c'est quelque chose qui aujourd'hui, ça fait plaisir à discuter, mais parce que la performance n'est pas là. Je pense que le moment qu'elle vous dit, je vous garantis que la performance sera meilleure si vous utilisez mon outil. Et voilà mes statistiques, parce que je suis arrivé à démontrer dans une base de données significative. Le fait d'être explicable ou pas, ça devient secondaire. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses qui ne sont pas explicables. Alors, ça c'est autre chose. je pense qu'il y a un point important aussi, c'est quand même que l'innovation technologique est très importante en imagerie. On avance beaucoup, les techniques d'imagerie changent. Aujourd'hui, le scanner d'aujourd'hui, ce n'est pas le scanner dans 5 ans, lorsqu'on utilisera beaucoup plus de double énergie, de scanners à comptage photonique. Est-ce que nos modèles fonctionneront encore? Probablement que non. Mais si on a des modèles dont on sait expliquer les performances, peut-être qu'on pourra comprendre comment les faire évoluer pour s'adapter à cette innovation technologique qui est majeure et qui est permanente. C'est aussi une des limites des modèles, c'est que les données sur lesquelles ils ont été construits sont très différentes des données qui seront utilisées en routine clinique dans les années à venir. Et donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi, et je pense que l'explicabilité des modèles peut peut-être aider. Mais effectivement, si les performances sont significativement meilleures sans explicabilité, il faut y réfléchir sérieusement. Non, c'était un commentaire pour répondre, parce qu'évidemment, la question est truquée. On nous dit, vous préférez un truc qui explique rien et qui marche tout le temps, ou un truc qui explique bien et qui marche pas? Bon, bah bien sûr, tout le monde va répondre qu'on préfère un truc qui fonctionne. Dans la vie, ça marchera pas comme ça. On aura des trucs qui vont marcher plus ou moins bien, plus ou moins explicables. La question, c'est quand ça va bien, on est super content. L'algorithme, il a raison, on est content, on s'en fout qu'il explique ce qu'il veut. Puis le jour où il fait un truc et il dit n'importe quoi, et qu'il y a une conséquence médicale majeure, comment on va faire pour apprendre de ça? Comment on va faire pour comprendre ce qui s'est passé, pour éviter l'erreur suivante? On ne pourra pas, parce que l'algorithme sera incapable de nous dire comment il a fait pour arriver à ça. Donc, ou alors on peut dire, Mektoub, une fois tous les 10 000 patients, il y en a un qui va mourir, c'est pas grave. Ou alors on dit, on veut la meilleure performance possible, avec la plus grande explicabilité possible, sans que ce soit évidemment toujours absolument possible. C'est très difficile à répondre à votre question. C'est Non, mais en fait, l'avantage des maths, en fait, c'est des choses qu'on mesure. Et les mathématiques disent que la vérité, à la fin, on a une distribution et on a des statistiques. Si on fait une opération, on a expliqué une fois que le patient est mort. Je suis vraiment désolé, le patient est mort, mais je sais pourquoi, parce qu'en fait, je n'ai pas bien géré l'aorte, je ne sais pas quoi. Ça ne change rien, en fait, que vous avez expliqué quelque chose. À la fin, il y a des stats. Et j'ai dit, aujourd'hui, la question est là, parce qu'en fait, la performance n'est pas là. Et c'est la même chose pour les médecins. N'importe quelle personne dans cette salle-là va regarder les statistiques d'un radiologue ou d'un chirurgien. Il va préférer celui qui a une meilleure statistique que l'autre. J'ai une toute petite question pour le radiologue. Parce que là, la radiomique, on voit quand même, ça fait quelques années qu'on en entend parler, on a l'impression que ça n'éclot pas, comme ça, vue d'avion. Ça rame un peu. La question, c'est est-ce qu'en prenant des vérités de terrain, qui sont justement l'anapathe numérique, qui va beaucoup plus loin aujourd'hui, qui voit beaucoup plus de choses qu'un anapathe non numérique, est-ce que vous allez progresser? Est-ce que tu penses que une radiomique basée sur de l'anapathe numérique comme vérité terrain va faire progresser la radiomique? Oui, la radiomique. Oui, là. Tu réponds. C'est une manière de vous marier, hein, c'est pour ça que je dis. Oui, non, mais probablement. De toute façon, c'est sûr que le mariage dans cette situation-là améliore les choses. Après, les limites de la radio, les limites de la radiomique sont ailleurs. Je pense qu'elles sont à la variabilité des protocoles, des techniques d'imagerie. On extrait des paramètres quantitatifs, mais de données qui sont extrêmement différentes, qui ne sont pas les mêmes d'un jeu de données à l'autre, avec des données qui évoluent au cours du temps. Donc je pense que. Et l'avenir, c'est quoi? C'est en échographie, je fais une biopsie et je l'envoie à la Paradis, elle me dit ce qui va se passer, ou alors c'est. Pas l'échographie. Non, mais c'est ça le sujet. Non. Bon, eh ben, écoutez, la Mosaïque 2 fera la réponse. Bon, merci beaucoup, Sébastien. Merci. Ouais.